Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'ancien président égyptien Mohamed Morsi condamné à la peine de mort ce samedi. La justice l'a reconnu coupable d'évasion de prison et violences commises au cours de la révolution de 2011. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré débutera le 20 juillet 2015 au Sénégal. Inculpé depuis juillet 2013, il est accusé de crimes contre l'humanité, de torture et de crimes de guerre commis entre 1982 et 1990. La chute des cours du pétrole profite à certaines économies sur le continent. Si elle affecte les pays exportateurs, la baisse du prix du baril permet aux pays importateurs de baisser le prix de leur carburant. Exemple avec le Togo en fin d'édition. La sentence est donc tombée ce samedi 16 mai pour l'ancien président égyptien Mohamed Morsi. La justice l'a condamné à la peine de mort pour évasion de prison et violence au cours de la révolution de 2011. Une centaine de co-accusés et copés de la même peine. Un jugement sur la lignée de la politique répressive menée contre les frères musulmans depuis juillet 2013 date de la destitution du premier président démocratiquement élu. L'ancien chef de l'État peut encore faire appel de sa condamnation. Un premier procès l'avait déjà condamné à 20 ans de prison pour incitation au meurtre. Écoutez l'analyse de notre éditorialiste Djemal Taleb. Ce verdict, qui n'était de toute façon pas attendu tel qu'il était, est évidemment assez sévère. Il consacre bien entendu donc une chose nouvelle, la condamnation à mort d'un ancien président en exercice. La deuxième chose, c'est qu'il consacre définitivement la rupture entre les frères musulmans et le gouvernement du président Al-Sisi. Et puis, en même temps, cela démontre encore une fois que nous ne sommes pas du tout dans une logique d'apaisement, mais plutôt dans une logique où, en définitive, on a choisi de camp. Alors, la population égyptienne est sans doute assez partagée, le regard des pays voisins est sans doute aussi partagé, et puis le regard fondamental et important, donc des monarchies du Golfe qui soutiennent encore la confrérie des frères musulmans. Mais enfin, c'est un choix qui a été fait donc par la justice égyptienne. Il faut souhaiter donc que ce soit plutôt la justice égyptienne qui l'ait fait et pas du tout une injonction politique. Mais enfin, le verdict est assez lourd, il concerne l'ancien président, il concerne surtout beaucoup d'autres membres de la confrérie des frères musulmans. On verra bien dans les prochains jours si la situation telle qu'elle est maîtrisée, tout semble évidemment qu'il y a une maîtrise absolue de la situation, va se confirmer, et auquel cas, ça va sans doute sonner une débandade générale de la confrérie des musulmans et probablement une difficulté à l'avenir quant à la relation avec celle-ci, qui, ne nous faisons pas d'illusions, est assez ancrée dans la société égyptienne aussi. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré s'ouvrira le 20 juillet 2015 au tribunal de Dakar au Sénégal. Les chambres africaines extraordinaires vont statuer sur les chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Si l'ex-dirigeant est jugé au Sénégal après 25 ans d'exil politique, c'est le résultat d'un accord conclu en 2012 avec l'Union africaine. Plus d'explications avec Ibrahima Djoumaba. Le procès Hissène Habré va se tenir le 20 juillet 2015. L'annonce a été faite par un communiqué des chambres africaines extraordinaires chargées de juger l'ancien chef de l'État du Tchad en exil politique au Sénégal depuis 1990. Un procès historique qui sonnera le tocsin de la fin de l'impunité des dirigeants africains aux yeux de certains observateurs. Ce qui est important à travers ce procès, c'est aujourd'hui de lutter contre l'impunité. Les Africains qui reprochent à la Cour pénale internationale de ne juger que des Africains peuvent juger leurs dirigeants sur leur propre sol, c'est déjà une victoire. Le procès Hissène Habré est l'occasion pour les organisations des droits de l'homme de maintenir le plaidoyer auprès de l'Union africaine pour éradiquer l'impunité en Afrique. Cependant, ces organisations demandent le respect d'un procès équitable. Que Hissène Habré puisse bénéficier de la défense, et que également les procédures se déroulent dans des conditions respectant le droit à un procès équitable. Et nous allons également mener des activités de plaidoyer en direction des États africains pour que cette première décision de l'Union africaine de s'impliquer à juger les présidents africains sur le sol africain puisse faire tache d'huile. Hissène Habré a dirigé le Tchad de 1982 à 1990 avant d'être renversé par le président Idriss Déby Itno. Il était depuis lors en exil politique au Sénégal depuis 1990. Il a été arrêté le 30 juin 2013. Depuis le 2 juillet 2013, il a été inculpé et placé en détention préventive.
Cela fait près d'un an et demi que la guerre civile décime le Sud-Soudan. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et 2 millions de déplacés. L'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, qui regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Est, dénonce des actions injustifiables et effroyables menées par l'armée sud-soudanaise contre les forces rebelles. Le groupe médiateur de la crise parle sans équivoque de violences contre les civils, de graves violations des droits de l'homme et de destruction de nombreux villages. Une prise de position soutenue par l'ONU qui ajoute les charges de viol de femmes, de fillettes et d'enlèvement d'enfants. L'armée sud-soudanaise rejette ces accusations et parle de son côté de légitime défense et d'un code moral qui empêcherait les violations qui leur sont imputées. C'était l'une des résolutions du Forum de Bangui. Plus de 350 enfants soldats centrafricains ont été libérés jeudi par des groupes armés suite à un accord signé avec l'UNICEF. Certains avaient moins de 12 ans. Aminata Diak. En Centrafrique, 357 enfants soldats, dont plusieurs âgés moins de 12 ans, ont été libérés ce jeudi 14 mai par des groupes armés. Une opération qui intervient après un accord avec l'UNICEF qui a réussi à faire signer aux 10 plus importants chefs de guerre du pays lors du Forum sur la réconciliation nationale de Bangui, un document dans lequel ils s'engagent à démobiliser les enfants de leur rang. Après 2 ans d'intenses combats, la libération des enfants par ces groupes, le même jour, est un véritable pas vers la paix. Cet engagement marque une avancée majeure pour mieux protéger les enfants dans ce pays. La République centrafricaine est l'un des pays où la condition des enfants est la plus difficile et l'UNICEF se réjouit de pouvoir travailler avec les autorités pour aider à la réinsertion de ces enfants dans leur communauté. Pour Mohamed Moussa Dafan, signataire de l'accord de Bangui, il est maintenant temps de sortir ces enfants de la guerre et de les accompagner dans leur retour à la vie civile. Seulement, les défis restent considérables. Je pense que la libération des enfants soldats ou enfants assimilés aux groupes armés a été vraiment une nécessité. Et je pense que l'UNICEF a beaucoup aidé à sensibiliser dans le processus, pendant le processus. Et aujourd'hui, nous savons que sur le terrain, il y a des enfants qui ont été assimilés à ces groupes armés, pas seulement en tant qu'enfants soldats, mais il y en a qui ont rejoint, ces enfants soldats ont rejoint les groupes armés parce qu'il y a leur grand frère, il y a leur père, leur oncle, tout ça qui sont dedans. Ou alors le groupe armé occupe un terrain et puis après les enfants sont... Il y en a qui sont recrutés par la force, surtout pour le cas de la LRA. Et donc aujourd'hui, c'est un défi en termes de réinsertion de ces enfants-là, la prise en charge scolaire et même sanitaire de ces enfants. Et voilà, ils sont habitués dans un contexte de guerre, de conflit. Et aujourd'hui, ils reviennent en ville et donc c'est vraiment difficile. Leur réinsertion, c'est un défi pour l'UNICEF, pour le gouvernement de transition et pour nous-mêmes, les responsables des groupes armés. La libération des enfants soldats en Centrafrique devrait s'accompagner de la mise en place de mécanismes de protection et de soutien pour leur permettre de reprendre une vie normale. Cependant, ces programmes de réinsertion auront un coût élevé au regard des fonds déjà limités actuellement disponibles pour répondre à l'urgence dans le pays. 2 jours après la tentative de coup d'État, le président Pierre Nkurunziza a regagné le Burundi. Le chef d'État a publiquement remercié ses forces de sécurité et de défense pour leur efficacité, je cite, à stopper le putsch. Le dirigeant, dont la candidature à un 3e mandat avait déclenché un soulèvement populaire, a appelé à l'arrêt des manifestations et a annoncé la réouverture des frontières. Mais dans les rues de la capitale Bujumbura, les regroupements et les barricades ont encore lieu et la police et l'armée sont toujours déployés. En Afrique subsaharienne, le taux de croissance attendu cette année est de 4,5%, mais elle pourrait bien être revue à la baisse en raison de la chute des prix des produits pétroliers sur les marchés mondiaux. Si les pays exportateurs de pétrole sont durement touchés par cette baisse, les pays importateurs en bénéficient. C'est le cas du Togo, comme nous l'explique Emefa Kofi. La chute des prix des produits pétroliers sur les marchés mondiaux impacte positivement les pays importateurs d'hydrocarbures, à l'exemple du Togo. Au Togo, entre décembre 2014 et janvier 2015, le gouvernement a procédé 2 fois de suite à la réduction du prix des produits pétroliers à la pompe. La dernière remonte au 13 janvier 2015. Le litre du super sans-plomb coûte désormais 580 francs CFA, le pétrole lampant 490 francs, le gasoil 630, le mélange à 2 temps 660
165 francs CFA le litre. S'agissant du gaz butane, la bouteille de 12,5 kg est cédée à 6 500 francs contre 3 120 francs celle de 6 kg. La baisse du coût du pétrole international a entraîné le gouvernement à réduire le coût du litre dans les stations. Nous espérons avoir une croissance beaucoup plus forte pour cette année grâce à la baisse du coût du pétrole. Mais ce qu'il y a lieu de remarquer aussi, c'est que la baisse du cours du pétrole entraîne aussi la baisse du coût des matières premières. Donc, ce qui fait que ce que nous gagnons au niveau de la baisse du cours du pétrole, nous pouvons le perdre en exportant nos produits. Donc le Togo doit réfléchir à une politique qui permet de réallouer les secteurs et c'est le moment d'engager une industrialisation. Selon le gouvernement, l'État subventionne chaque année les produits pétroliers à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Pour l'ATC, Association togolaise des consommateurs, le gouvernement pourrait mieux faire en optant par exemple pour la transparence dans la structuration des prix. Vous avez dans la structure des prix des frais de quai que nous payons, des frais de port que nous payons, des TVA sur la douane, des TVA sur le tronçon douanier, des TVA sur lesquels les frais de port. Donc nous trouvons que c'est des frais inutiles que le gouvernement fait s'en passer pour revoir à la baisse les prix des produits pétroliers. En mai 2015, le baril de pétrole avoisine les $60 sur les marchés mondiaux. Dans ce contexte de baisse des prix d'hydrocarbures, le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique et dont dépend fortement le Togo, vient pour sa part de réduire de 90% son budget de subvention au pétrole. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.